Ouvrons donc le journal avec cette importante session du Conseil supérieur de la magistrature. C'était ce lundi au Palais de l'Unité. La réunion présidée par le chef de l'État, président du Conseil, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette rencontre a donné l'opportunité au président Paul Biya d'engager les membres du Conseil à contribuer à la mise en place d'une justice crédible et fidèle à ses principes d'équité. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Le Palais de l'Unité, avant tout palais de la beauté et du raffinement. Lorsqu'on y ajoute de la solennité, comme ce fut le cas ce 10 août 2020, il devient alors difficile, très difficile de résister à son charme. Les dernières assises du Conseil supérieur de la magistrature remontent au 7 juin 2017. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. De nouveaux membres ont fait leur entrée au sein du Conseil, mais surtout chacun a pu se faire une représentation de la justice camerounaise sur la base d'allégations diverses répandues à travers les médias. La justice camerounaise est à la hauteur des attentes des Camerounais. Le seul problème que nous avons, c'est que les magistrats ne sont pas toujours compris. Parce que nous avons la justice telle qu'elle est voulue par la presse, par le peuple, et la justice qui est la réalité du contenu des dossiers que le magistrat examine. Parfois, il y a un monde. Le magistrat juge sur la base d'un dossier. L'opinion publique est une opinion. Ce lundi 10 août 2020, place au verdict côté cour. Dans un palais de l'Unité transformé en palais de justice, les membres du Conseil vont les uns après les autres converger vers la salle de délibération. À l'entrée de la magnifique façade du palais présidentiel, les membres, anciens et nouveaux, se soumettent aux dispositifs sanitaires mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À leur arrivée, les uns et les autres se familiarisent aux usages de la grande maison. Pour cette session du 10 août 2020, l'effectif affiche complet. Sous la conduite du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, les 16 membres de la cuvée 2020 du Conseil supérieur de la magistrature vont prendre place dans la salle des délibérations où une ambiance des plus studieuses règne. En attendant le début des travaux, les uns et les autres épluchent leurs dossiers quand ils ne dévisent pas par petits groupes. L'arrivée du chef de l'État va servir de déclic au début des travaux proprement dits. La présence du chef de l'État à ses assises vient donner toute sa force à l'article 37, alinéa 3 de la Constitution du 18 janvier 1996, qui dispose que le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature, qui lui donne son avis sur les propositions de nomination concernant les magistrats de siège. Sur la table des 17 membres du Conseil, ce 10 août 2020, 3 articulations majeures. L'examen des propositions de nomination ou de passage de grade, la prestation de serment des membres nouvellement admis, mais d'abord le discours du chef de l'État. Un discours à huis clos dans lequel le président Biya commence par rappeler le contexte dans lequel se tiennent les présentes assises. Un contexte marqué par un renouvellement en profondeur au sein de l'institution. À tous, il va prescrire objectivité et discernement pour une justice camerounaise crédible et fidèle à ses principes. La prestation de serment des membres nouvellement admis qui se déroule elle aussi à huis clos a valeur d'engagement sur l'honneur. C'est un acte fondateur qui marque leur adhésion définitive au Conseil. C'est un engagement à respecter ses valeurs et principes. Un peu plus de 2 heures après leur entrée dans la salle, les 16 ressortent les uns après les autres sous la conduite cette fois du tout nouveau secrétaire du Conseil, Abel Miko Miko. C'est l'occasion pour le ministre d'État, ministre de la Justice Laurent Esso, par ailleurs vice-président du Conseil, de saluer la grande sérénité observée durant les travaux. Des travaux qui auront permis à la justice camerounaise de garder tout son prestige et sa crédibilité. Tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Les partis ont pris part, ils ont pu s'exprimer sur les textes qui leur ont été présentés. Le magistrat est assermenté. Le magistrat a prêté serment. C'est son métier. Donc ceux qui pensent que la justice est inféodée, c'est mal connaître le mécanisme du fonctionnement judiciaire.
le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ceci ne dépend pas des états d'âme du magistrat. C'est donc avec la satisfaction d'avoir transcendé leurs différences, mais surtout d'avoir permis au Conseil de doter la justice camerounaise d'hommes de loi compétents et au service des citoyens que les membres de l'auguste institution vont quitter le palais de l'Unité. Parlons aussi de la réouverture des activités du tourisme au Gabon. Pascal Wagny-Ambourouet, le ministre de tutelle, vient d'échanger ce lundi à Libreville avec les opérateurs de ce secteur qui n'a pas été épargné par la pandémie de la Covid-19. Entre licenciements du fait d'un asphyxie financier et autres difficultés, cette rencontre aura donné l'occasion aux patrons de ce département de s'imprégner de tout. Le compte-rendu de Gaël Mapessi et Alban Bomba. Il nous semble urgent aujourd'hui d'identifier ensemble des questions, des remarques, des incompréhensions et des interprétations et ouvrir immédiatement le chantier de sa reconstruction. Non avec des mots, Monsieur le Ministre, mais avec des décisions pertinentes et des actes forts, concrets et pérennes. Le message est clair, le tourisme gabonais se porte mal. Entre écosystèmes peu favorables et les restrictions liées à la Covid-19, les entités évoluant dans le domaine sont à l'agonie. Je suis vraiment bien conscient que ce n'est même plus un secteur sinistré, mais c'est vraiment un secteur à l'agonie. Le développement du secteur touristique au Gabon reste une priorité pour le président Ali Bongo Ondimba, qui veut en faire le numéro 1 dans le choix de la relance de l'économie du pays. Mais Covid-19 oblige, il faut avancer en toute prudence. Nous devons paralléliser les tâches. D'une part, trouver des solutions pour que nous puissions revenir à l'existant, mais d'autre part, faire en sorte que nous puissions nous préserver et préserver votre outil de production. Les problèmes liés au développement du tourisme au Gabon sont divers. Il faut donc mener une réflexion profonde en commençant par l'existant afin de quitter du tourisme business pour un véritable tourisme international ayant un impact considérable sur le PIB du pays tout en créant davantage de l'emploi. Maître Alain Gauvin, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialiste de réglementation bancaire et financière au sein d'Assafo & Co, un cabinet d'avocats panafricains présent en Afrique et en Europe. On va voir une infographie s'afficher à l'écran. Il s'agit des transferts de fonds, notamment sur le continent. Au Maroc, par exemple, ça représente 7 milliards de dollars. Alors, comment réduire les coûts des transferts d'argent des diasporas africaines au moment où ces montants sont en baisse en raison de la crise de coronavirus? Selon vous, la bibancarisation pourrait être une solution. Qu'est-ce que la bibancarisation? Alors d'abord, on anticipe une baisse des transferts, mais ça devra être vérifié. Mais la Banque mondiale, en effet, anticipe une baisse des transferts de 20%, ce qui est une première, puisque les transferts d'argent ont ceci d'intéressant qu'il s'agit d'une source de financement pour les pays en développement qui est contracyclique. Autrement dit, les diasporas ont tendance à transférer plus d'argent en période de crise que hors la crise. Là, la crise sanitaire sera une première en ce qu'elle devrait emporter une réduction des transferts d'argent. En quoi la bibancarisation peut favoriser les transferts? Il y a une corrélation démontrée entre, d'une part, l'accès aux services bancaires et d'autre part, les transferts d'argent. Autrement dit, si vous permettez à une personne d'accéder aux services bancaires à la fois dans son pays d'accueil, s'agissant d'un Marocain, en France par exemple, mais également au Maroc, alors cette bibancarisation devrait permettre un accroissement des transferts et également, en principe, une réduction du coût de transfert puisque la banque bénéficie d'une manne, en quelque sorte, d'argent. Une banque travaille avec l'argent de ses clients, ce qui devrait emporter des conséquences positives sur la réduction du coût des transferts. Et que les banques africaines sont en mesure d'offrir leurs services bancaires en France ou en Europe. Et là, la question est complexe. S'agissant de la France a pris une loi en 2014 qui permet la commercialisation des services bancaires étrangers en France sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions. En revanche, du point de vue de l'Union européenne, c'est la cacophonie. On n'a pas de directive ou de règlement ou de texte qui permettent d'harmoniser et de transposer dans les droits nationaux une législation qui permettrait
aux banques étrangères, et en l'occurrence aux banques africaines, de commercialiser leurs services bancaires à l'attention, à destination des diasporas.